Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est Poutou? Est-ce que le micro est branché? Oui, le micro est branché, c'est formidable. Est-ce que je vois le chat? Je vois le chat, c'est formidable. Est-ce que c'est Poutou? Le son, est-ce que... Je vais laisser la petite musique un petit peu saxo porno de détective derrière. Parce qu'on a besoin de saxo porno, on a besoin de détective et on a besoin de sexe un peu, d'ambiance un peu sexy, n'est-ce pas? On a tous passé un très bon week-end. Toutes et tous, salut les gens qui débarquent, salut les host 12, non c'est plus les host 12, c'est les... pourquoi j'ai ce truc de Kikou qui fait que j'ai de la lumière dans mon casque, on s'en fout. Ce n'est pas une matinée gaming, c'est quoi? C'est les contentinotes maintenant, c'est ça? Les contentinotes. Ça a été voté en AG, donc je respecte le vote de l'AG, par pur centralisme démocratique. Ok d'accord. Donc c'est bon, tout est poutou, formidable, merci beaucoup. Merci aux gens qui follow, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui ont follow pendant la petite intro, hein, bien sûr. Petite intro sexy avec le regard langoureux d'Emmanuel. On aime tous Emmanuel, bien sûr. Merci aussi aux gens. Alors normalement, j'ai mis en place un truc parce qu'on s'est pas trop occupé des abonnements. On s'est pas trop occupé des abonnements, donc on m'a dit, il faut faire des sub-goals. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Ah ben oui, mais parce que je me suis coupé les cheveux. Parce que j'avais les cheveux... Vous savez, pour le recon du stream, je m'étais fait les cheveux rouges. Je m'étais teint, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc j'ai dit, Antoine va te faire couper les cheveux, quoi. Va te faire couper les cheveux. Et du coup, dites-moi si les alertes sont trop basses ou trop fortes aussi. Et oui, donc on s'est dit, du coup, il faut faire des sub-goals. Alors moi, je sais pas quoi faire comme sub-goal. Parce que, bon, voilà, vous savez bien que les sub-goals, c'est de droite. Voilà, exactement, comme vous dites sur le chat. Tout ça, c'est pour l'argent, pour aider Jeff Bezos. Et accessoirement, m'aider un petit peu à continuer les streams. Je sais même pas si mon truc marche en haut. Genre, s'il y a des abonnements, si ça passe ou quoi. Je vais pouvoir trouver du travail avec mes cheveux coupés. Oui, enfin, ça serait cool. Ça serait cool. Justement, embauchez-moi. Si ça marche! Merci Daliliade. Au-dessus de 4 millions, je prends tout. Au-dessus de 4 millions, je prends tout. Bien évidemment, comme disait Georges. Merci à toi. Déjà, ça marche, effectivement. Et ça marche avec le Twitch Prime, effectivement. Et du coup, je savais pas quoi faire. Comme les sub-goals, c'est de droite. Et du coup, j'ai mis un peu au pif. À 25 abos, on fera un commentaire du match Lordon-Piketty. Du match, hein, bien sûr. Lordon-Piketty, organisé par l'Humanité. Host est d'accord, à part s'il a changé d'avis, mais je lui ai demandé que hier. Donc on le fera avec Host, politique, et peut-être Usul, on verra, je n'ai pas encore eu le temps de lui en parler. J'ai eu l'idée hier quand je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, il faut que je fasse des sub-goals pour avoir l'air d'être un streamer sérieux et professionnel. Sub-goal, avoir de l'argent, bien évidemment. Bon, on a tous passé un gros week-end de merde, toutes et tous, surtout toutes. Mais on a un peu tous, voilà, on était énervés quand même, non? Je sais pas si vous étiez toujours chaud, politique, merci, très bien. Oui, je propose que, ouais, merci. Le profit lui était insupportable. Des gauchistes pour qui le profit est insupportable, merci beaucoup, notez Marius, je sais pas si c'est comme ça que je suis censé le prononcer. Grâce à toi, on va vers le plus grand événement sportif de l'année, le commentaire du match Lordon-Piketty. Je pense qu'on pourra faire vraiment un truc où on siffle des fautes, on met des cartons jaunes quand Lordon est affreux et méchant, des trucs comme ça peut-être. Je crois que j'ai un gros doigt en mousse, on peut vraiment faire un vrai truc très sportif. Quel enfer ce débat. Oui voilà, c'est ça qui est bien avec ce débat, c'est qu'il y a des fautes à siffler. Je trouve l'actu plutôt réjouissante, Julien Pagnac bien sûr, moi aussi, en fait, franchement j'ai hésité en lançant le stream, je me suis dit, franchement Nick, j'ai juste envie de lire en boucle le texte de Virginie Despentes qui était le seul truc bien de ce week-end. Il y a un rematch, non je pense pas qu'il y aura de match retour, Lordon Piketty vu l'ambiance, à part s'ils aiment vraiment se faire du mal. Et il existe des doigts en mousse version Jules, pour faire le signe. Ah ben moi, en fait, faut juste avoir... Non, c'est comme ça? Ou je sais comment on fait? Je sais pas. Mais je sais pas si on peut le faire avec le doigt en mousse que j'ai. Bon, aujourd'hui, j'avais décidé de faire ça parce que... de prendre ce sujet, donc, du centrisme et de la démocratie. Parce que, vous l'avez vu, 49-3, bon, on l'attendait. Oui, le match qu'il y a eu il y a 3 semaines, je pense que c'est à peu près ça.
49.3, donc on s'y attendait un petit peu, ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait bien sûr. Ils l'ont fait sur un timing quand même un petit peu particulier, je sais pas si, j'ai pas eu le début de la matinale, je sais pas si vous en avez parlé, mais le timing est quand même un petit peu particulier parce qu'ils avaient encore un petit peu le temps, et là ils avaient les municipales, je suis assez surpris qu'ils s'aient pas attendu après les municipales, parce que là il y a quand même un côté vraiment, franchement, nick. Franchement, nick, on y va, tant pis pour les municipales, on fait un 49.3, on fout tout le monde, on refout tout le monde dans la rue. On se fait détester, on n'en a pas parlé, Kappa, évidemment. Ouais. Est-ce que vous aviez une analyse de ça, de pourquoi ils le font sur ce timing-là? Pourquoi ils le font sur ce timing-là? Parce que c'est quand même fou. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'ils s'en battent. Ils s'en battent complètement. J'ai un copain hier, d'ailleurs, Christophe, si tu regardes, coucou à toi, si tu es levé, qui a employé un terme que j'ai trouvé très juste, qui dit, en fait, ces gens, c'est un commando, en fait. Je pense vraiment de plus en plus ça. Je pense que ce gouvernement, ni de droite ni de gauche, qu'on a élu, c'est un commando. Je pense qu'il a tout à fait raison et que c'est exactement le bon terme. Je pense qu'ils s'en battent les couilles à un niveau tellement cosmique. Ils ont fait leur petit hold-up électoral à la présidentielle, et là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que leur maire soit pas élu, ils s'en foutent que leur député soit pas réélu, qu'ils se fassent insulter sur les marchés pendant la campagne. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils ont coupé tous les ponts avec Ils ont assez travaillé l'opinion, ça va passer crème, bien sûr, bien sûr. Et je crois vraiment qu'ils s'en foutent. Ils ont complètement coupé les ponts avec tout ce qu'il pouvait y avoir encore d'un tout petit peu, comment dire, échelonné dans le pouvoir politique avant. C'est-à-dire, t'étais un petit peu tout puissant, le président était un petit peu tout puissant avec une majorité à l'Assemblée. Mais il y avait quand même un problème, c'est que bon, tes députés, voilà, ils aiment pas trop se faire insulter dans leur permanence, ils aiment pas trop se faire insulter sur les marchés, ils aimeraient bien être réélus, donc ils pouvaient faire remonter quand même Coco, calme-toi. Et là, ils s'en foutent. Là, ils s'en foutent, à l'image de Bruno Bonnell qui, pour justifier le fait qu'il faisait pas ses permanences, a dit « Moi, je suis pas là pour écouter des gens parler de leurs problèmes de nid de poule. » Donc voilà, des gens comme ça, des gens comme Bruno Bonnell, finalement. Salut Dremaker, pourriture communiste. Et voilà, et je ne sais pas d'ailleurs qui avait dit ça, qui avait fait un article pour dire... Et en fait, je me demande si c'est pas Schneiderman qui avait fait un article pour dire que, en fait, même Macron, il s'en fout d'être réélu, en fait. Il s'en fout, quoi. Le commando, c'est-à-dire qu'ils sont là pour tout... ils arrivent, ils font leur truc, ils arrivent en rappel, en pétant les vitres, comme ça, et ils dézinguent tout. Ils dézinguent tout. Le gars de chez Ocean, bah, c'était... non, c'est Infogrames. Est-ce que c'est la même chose? Donc, en même temps, quand les Français freinent des 4 pieds depuis des dizaines d'années pour empêcher des réformes, ce qui fait que le pays va droit dans le mur sur le plan économique... Pour faire péter cette barricade de gens contre le changement, faut bien un commando, non? Ouais, c'est ça, ouais, une barricade de gens contre le changement, exactement. Tout le changement que voulait la classe dominante, et qu'elle n'arrive pas à imposer, les pauvres. Et ouais, on a quand même une assemblée de gens qui sont constitués, alors super grosse innovation démocratique, c'est des gens de la société civile, sauf qu'en fait c'est des gens de quelle société civile? C'est des Playmobil qui vont mettre ça sur leur CV. Dire voilà, j'ai été député, c'est super, on fait passer les réformes, et après ils s'en foutent, ils vont retourner dans le privé et gagner 4 fois plus. C'était un infogramme Atari. Ah bon, voilà, ouais, c'est ça, des CSP+. Et en fait, voilà, et du coup, je me suis dit, bon, après, on va pas être naïf, l'utilisation du 49.3, c'est pas la première fois, la loi travail, c'était de la loi Macron déjà, c'était déjà Macron qui était ministre de l'économie, il l'avait fait passer comme ça. Ça, ils s'en battent les couilles. Donc même au niveau du travail parlementaire, ils sont infoutus de respecter leur propre système démocratique qui est déjà tout pété. En tout cas, ils le détournent dès qu'ils peuvent. Ils le détournent dès qu'ils peuvent. Ça me fait d'ailleurs assez rire. Je sais pas si vous avez remarqué. On va partir en podcast Norman. C'est moi que vous traitez de Playmobil, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai l'impression que même les gens très modérés, qui ont un respect infini pour la démocratie parlementaire, le travail à l'Assemblée, etc. Ils pètent les plombs, tu vois. Projet Arcadie, qui a un truc de surveillance de l'Assemblée, sur le 49.3, qui pète les plombs. Tout le monde n'en peut plus. Tout le monde n'en peut plus de ces gens-là. On a la haine un petit peu, on va quand même un petit peu rester poli. Et surtout, ça m'a fait penser à un article alors, ce qui était je voulais retrouver... Je sais pas si vous aviez vu passer ça, on va le lire ensemble, du New York Times par un chercheur qui s'appelle David Adler. Et je sais pas si vous vous souvenez de cet article, qui était un article sur les centristes
et la démocratie. Et c'était une enquête d'opinion, enfin une enquête socio sur ça. Et je trouve qu'elle a pris une certaine couleur. Déjà à l'époque, elle en avait une très très belle, mais là, avec un gouvernement qui tient plus que par sa police, qui tient plus que par l'injure, par renvoyer chier tout le monde, par faire taire l'opposition, par faire taire les syndicats, par s'en battre complètement les couilles, que même l'opinion publique, la majorité silencieuse, comme ils aiment bien utiliser. Le Discord Insoumis l'a partagé hier soir. Ah, c'est vrai, c'est une sacrée coïncidence. Mais bon, justement, c'est dans l'air du temps. Alors, je vais vous montrer cet article parce que c'est assez intéressant. Parce que tous ces grands démocrates là du centre qui font barrage aux extrémistes pour protéger la liberté et la démocratie, parce que souvenez-vous, l'important, c'est sans doute la liberté. Alors, je vous retrouve ça. Alors, je vous préviens, là, je vais prendre la version qui a été postée sur le site L'Écrise, donc le site d'Olivier Berruyer. On pense qu'on veut du site L'Écrise. Là, la question, c'est juste qu'en fait, eux, ils l'ont traduit en entier. Ils l'ont traduit en entier, ce qui m'évite d'avoir à le faire. Donc, je vais utiliser cette version-là. Est-ce que mon gros machin au-dessus, là, il cache tout? Non, il cache pas tout, mais par contre, on voit pas le texte des abonnements. C'est pas grave. Attendez, si je fais... attendez, vous allez voir. Hop. Je vais chercher mon petit filtre. Hop. Et on va coller ça là. C'est professionnel. C'est ça. Hop, voilà. Sauf que c'est mal mis. C'est n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà. Comme ça, on voit mieux ici ce superbe sub-goal de droite. Ok. Et donc oui, alors, et ça, donc c'est David Ayer, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, le type qui a écrit ça. David Ayer, David Adler, pardon. David Adler. Tu mérites un poutou Innocuous, donc le voici. Le voici. D'ailleurs, on a le droit à un nouvel emote. Je vais faire un nouvel emote bientôt. Là, j'étais malade pour ceux qui ont vu, hein, j'ai pas streamé la semaine dernière. Alors, les centristes sont les plus hostiles à la démocratie, pas les extrémistes. Je ferai un petit, quand même des petits bémols à des moments, parce que, alors je n'ai pas retrouvé la critique de cette étude que j'avais trouvé une très bonne critique de cette étude au moment où elle était sortie, je ne l'ai pas retrouvée. Je sais même plus si elle était en français ou en anglais. Cite le nom du traducteur aussi, s'il te plaît. Oui, est tout à fait bien vu. Et il y a des petits trucs qui sont... Il y a des trucs qu'on peut reprocher en méthodologie là-dessus. Il n'y a pas marqué le nom du traducteur, j'ai l'impression. On va peut-être le voir en le lisant. Et j'en suis désolé, je ne vois pas le nom du traducteur. Après, c'est les commentaires. Les commentaires sur l'écrise, à mon avis, ça doit être un sacré truc. On va peut-être pas faire ça. On va se lire ça. Un traducteur sans doute extrémiste, lui aussi. Donc, que disait l'article du New York Times donc, par ce monsieur Adler, comme dans Sherlock Holmes? Les panneaux avertisseurs clignotent en rouge. Au rouge, la démocratie est menacée. En Europe et en Amérique du Nord, les candidats sont plus autoritaires, les systèmes de partis sont plus volatiles et les citoyens sont plus hostiles aux normes et aux institutions de la démocratie libérale. Terrible. Terrible. La montée du populisme, on le savait. Personne ne nous respecte. Ah, parce que t'es traducteur, donc c'est pour ça que tu dis ça. Ouais, mais tu as tout à fait raison. En plus, il faut dire les noms des traducteurs. Juste, c'est pas marqué. Ça se trouve, c'est juste Berruyer hein, qui l'a traduit tout seul, on sait pas. Hein. Est-ce qu'ils sont plusieurs sur le blog sur le site de Berruyer? On sait pas ça. Ces tendances ont suscité un débat majeur entre ceux qui considèrent le mécontentement politique comme étant d'origine économique, culturelle ou générationnelle, mais toutes ces explications partagent une hypothèse de base, la menace vient des extrêmes politiques. Vous le savez, la montée de l'extrémisme, la montée des populismes finalement, qui est un peu la nouvelle façon de dire les extrêmes, on va dire les populismes, c'est terrible, et vous le savez, les populismes, on dirait qu'ils sont pour le peuple, mais en fait ils sont contre la démocratie, et ça c'est contre-intuitif. À droite, les ethno-nationalistes et les libertaires sont... Alors voilà, par exemple, erreur de débutant, le traducteur là, erreur de débutant, dans l'article en anglais, les libertaires, c'est les libertariens. C'est les libertariens, là de mémoire. Évidemment, puisque c'est à droite, les libertaires c'est à gauche. On va pas commencer à faire ça. Arrêtez de traduire libertarian par libertaire. Je vous le dis, camarades traducteurs, ne faites pas ça. Ne commettez pas cette erreur. Libertarian, c'est les libertaires. C'est les libertariens. C'est-à-dire, c'est Alain Madelin, quoi. C'est pas Julien Coupat.
faut arrêter, quoi. Donc bon, ouais, je crois que la traduction est pas ouf, j'aurais dû la refaire moi-même, en fait. Bon, on va la refaire en direct. Sont accusés de soutenir la politique fasciste. À gauche, les radicaux des campus et le soi-disant mouvement Antifa sont accusés de trahir les principes libéraux. Ah, vous savez... Ah oui, car vous le savez, les Antifa... Il est ironique, hein, Adler, hein, quand il... Dans l'article du Times, ça, quand il dit ça. Hein. Oh là, attendez. L'alerte qui devrait être devant. Coucou. Je vais mettre l'alerte ici, ça sera mieux, non? On sera mieux ici. Très bien. Madelin Coupa, quelle différence? Finalement, oui. Finalement, on sait pas si c'est pas Alain Madelin qui a coupé les câbles... Parce qu'apparemment, c'est pas Julien Coupa qui a coupé les câbles des caténaires de la SNCF. Donc c'est peut-être Alain Madelin, on sait pas. Est-ce qu'on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? On sait pas. Donc là, évidemment, c'est ironique, hein, puisque on se joue sur l'idée que... d'accuser les antifas d'être en réalité, finalement. Est-ce que quelque part, ce serait pas eux les vrais fascistes, hein? C'est ça, on connaît tous cette superbe analyse de cerveau cosmique. Donc bref, qui trahissent les principes libéraux de notre belle démocratie libérale, les salauds. D'une manière générale, on suppose que les opinions radicales vont de pair avec le soutien à l'autoritarisme, tandis que la modération suggère une approche plus engagée du processus démocratique. Est-ce vrai? Est-ce que ça roule après ce week-end de merde? Comme tout le monde, hein, finalement, comme tout le monde. Comme tout le monde. Après, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas impacté pareil. J'ai encore vu des gens qui ont que ça à foutre d'aller défendre un putain de violeur sur Twitter et qui... Mais un poutou pour Thiob, hein, un poutou sur Thiob. Donc il y a des gens qui trouvent quand même que c'est très important de dépenser leur énergie pour amener de la nuance, sur cette question-là, parce que c'est des gens très très nuancés, évidemment, toujours très très nuancés pour aller défendre des puissants. Ça, l'appel à la modération est toujours présent quand il s'agit d'aller défendre les pires connards. Je suis un peu énervé, c'est une reprise un petit peu énervée. Oui, les extrémistes anarchistes, soutien connu de l'autoritarisme, mais vous le savez, justement, les Julien Coupa, Comités Invisibles et consorts de l'ultra-gauche, finalement, ils sont contre, ils veulent détruire la démocratie libérale, ils sont donc contre la démocratie. Tu pourras lire la tribune Virginie Despentes dans l'IB, s'il te plaît. Je pense qu'on va faire ça à la fin, quand même, parce qu'en fait, j'avoue, j'ai très envie de la relire. Et il y a des choses à dire d'ailleurs sur cette tribune, parce qu'il y a des choses très intéressantes. En fait, elle est vraiment extrêmement bien forgée, cette tribune, en plus d'être super vénère. Et donc, est-ce vrai? Est-ce vrai? Alors, que dit cette étude? Peut-être pas. Plot twist. Mes recherches suggèrent qu'en Europe et en Amérique du Nord, les centristes... Donc ça se porte que sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Hein. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si quand il dit Europe, il compte l'Europe de l'Est, par exemple, où la question est peut-être un peu différente aussi. Les centristes sont les moins favorables à la démocratie, les moins attachés à ses institutions et les plus favorables à l'autoritarisme. Oh, mon Dieu, plot twist. J'ai examiné les données de la World Values Survey de 2010 à 2014 et de l'European Values Survey 2008, deux des études d'opinion publique les plus complètes menées dans plus de 100 pays. Alors, on va aller justement, on aura le détail des pays, donc ça va me rappeler s'il y avait justement l'Europe de l'Est. L'enquête demande aux répondants de se placer sur un spectre allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre et l'extrême droite. Donc tout le spectre politique classique selon on va dire la façon de représenter l'échiquier de cette manière-là. D'ailleurs, alors on notera un petit truc, je pense, s'il y a des gens anglophones ou très habitués à la culture anglo-saxonne, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce qui est des anglophones, je pense qu'en fait, vous voyez que le terme qui est utilisé, c'est far left et far right. Il me semble que la notion de far left et de far right sous-tend moins une notion d'extrémisme que nous, quand on dit en France extrême droite ou extrême gauche, ce qui est un terme que moi non plus, que je sais que des gens peuvent se revendiquer, mais moi je n'aime pas. Parce que justement il y a cette histoire d'extrémisme. Je pense que on devrait plutôt traduire par radical quand on le far left et far right, et je ne serais pas surpris que ça change un petit peu les réponses. C'est-à-dire que des gens vont pas aimer se revendiquer extrême droite ou extrême gauche à cause de la dénomination extrême
en fait. Et alors que far left et far right, je pense que les gens seraient peut-être plus sensibles. Au pire, de toute façon, dans ce cas-là, les gens se déclareront, se situeront quand même très à gauche sur le spectre. Parce que c'est justement un point qu'on va voir et peut être critiqué, qu'il faut tenir en compte sur cette étude. Tu confirmes que c'est beaucoup plus acceptable, parfait. Moi je suis d'extrême gauche, pas de complexe. Je sais qu'il y a des gens qui disent, j'aime juste pas le terme, je pense qu'on devrait pas employer ce terme parce que c'est ridicule. Non pas pour dire qu'on est moins à gauche, mais je pense que l'extrémisme c'est pas ça. Et d'ailleurs, ça l'est d'autant moins que justement, on va le voir, il y a la notion d'extrême centre maintenant qui est utilisée en fait. Qui est utilisée et je trouve qu'il y a une assez bonne notion. Parce que par exemple, face au gouvernement qu'on a là maintenant, on peut parler d'extrémisme, mais on peut pas vraiment... Enfin, c'est pas un extrémisme que tu peux résumer à « ils sont de droite et c'est des extrémistes de droite ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le centre bloc bourgeois libéral extrémiste, dans ce qu'il a de plus extrême. C'est ça qu'on a au gouvernement maintenant. Donc je trouve que voilà, c'est pas terrible, mais après je comprends les camarades qui s'en battent les couilles et qui disent, ou les ovaires, et qui disent non, non, mais extrême gauche, ça me va. Pour far left, oui, mais far right, c'est bien, extrême droite quand même. C'est un peu moins stigmatisé aux États-Unis. Oui, il me semble que c'est moins stigmatisé quand même. Bon, après, c'est dans plein de pays, donc il faut imaginer que les enquêtes ont été faites dans des langues différentes et que ça peut influencer. Et un des autres éléments, justement, c'est que vous le comprenez là, c'est des données qui sont basées sur l'autodéclaration. C'est-à-dire que c'est basé sur le positionnement que les gens pensent avoir. C'est-à-dire dont ils se revendiquent ou comment ils se voient eux-mêmes. Ce qui est un biais. C'est une des critiques qu'on peut faire, à ce... Ou en tout cas qu'il faut avoir en tête en lisant cette étude, c'est que... et il y a des critiques qui... Bon, j'ai trouvé plein de critiques sur Atlantico ou je sais pas quoi, enfin des trucs de merde, avec des critiques un peu pourries, mais ça, c'est un point qu'il faut relever quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se déclarer au centre, qui vont se déclarer centristes, alors que si tu regardes, par exemple, objectivement leur façon, si tu les situais sur l'échiquier en fonction de quelle politique ils soutiennent, et par exemple, ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet, ou comment ils votent, en réalité, ils vont se déclarer centristes, mais ils seront plutôt de droite, ou d'extrême droite, ou de gauche, ou des trucs comme ça. Donc voilà, d'autant que, par exemple, il est commun à l'extrême droite de dire on est ni de droite ni de gauche. Donc est-ce que les gens se revendiquent centristes pour autant? Mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. L'alt-right c'est à l'extrême droite, mais toute l'extrême droite ne fait pas partie de l'alt-right, effectivement. J'avais vu un centriste de gauche, il y en a qui se disent centristes de gauche. Après aussi, faut tenir compte du biais. Là aussi, c'est un... Comment dire? Autre point important sur les données de cette étude, l'échiquier est représenté tel que, on va dire, il est accepté de manière générale. C'est-à-dire que là, c'est la combinaison de comment les gens se positionnent sur l'échiquier. Donc, il y a des gens qui vont se considérer de gauche, qui vont se déclarer de gauche sur cet échiquier, ou centristes, que, par exemple, quelqu'un comme moi va considérer comme étant de droite, en fait. C'est-à-dire dire que c'est non, parce qu'on on visualise pas exactement l'échiquier comme ça. Là, on parle bien de l'échiquier tel qu'il est reconnu de manière générale. C'est-à-dire que probablement un partisan du PS va se considérer de gauche ou de centre-gauche sur cet échiquier. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais je dirais après pourquoi je pense que en ayant ça en tête, le fait que ces sondages, ces données soient basées sur la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes ne change pas grand-chose au résultat final, et même est assez révélatrice. Je vais le dire tout de suite, en fait, sinon je vais perdre l'idée. Parce qu'en fait, ce qui a pu être reproché, par exemple, à cette étude de Adler dans le Times, c'est que... par exemple, on va avoir des gens, donc, comme je disais, ils vont se déclarer centristes, alors qu'en réalité, si on suit leur vote, ça serait plutôt des gens très à droite, par exemple. De droite assez dure, voire d'extrême droite, puisqu'ils se considèrent ni de droite ni de gauche, donc ils vont se déclarer centristes. Je pense que déjà, c'est assez surestimé, parce que les gens savent à peu près pour ce qu'ils votent. Ils savent bien que, par exemple, le Front National n'est pas un parti centriste, mais effectivement, ça peut influencer le truc. Sauf qu'en réalité, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que le paysage politique, il est fait de gens
qui se déclarent d'un certain positionnement, et qui en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport à la démocratie de gens qui se considèrent au centre. Et c'est tout le sujet de l'étude. C'est-à-dire des gens comme Macron, ou de l'électorat de Macron, qui sont des gens qui se considèrent au centre, et qui, en réalité, peut-être ne le sont pas tant que ça, ou en tout cas, pas sur le même type d'échelle. En fait, les exemples les plus probants, c'est si vous voyez des types comme Laurent Alexandre, un type comme Laurent Alexandre, ou un type comme... toute la bande, la Benalla, Laurent Alexandre, les copains, là, sont forgés. Son forgé, vous voyez, c'est un type du centre, qui vient du centre, à la base, sauf que vous voyez la façon, vous voyez les propos qu'il tient, la ligne idéologique qu'il tient, et des trucs quand il va dire qui se rapproche de Marion Maréchal Le Pen, etc., vous voyez bien qu'en réalité, la passerelle est assez fine, et que c'est sans doute quelqu'un qui va se déclarer centriste, qui va soutenir un gouvernement centriste, et qui, en réalité, a très largement des accointances d'extrême droite. Et c'est ces gens-là, justement, qui sont intéressants pour cette étude. L'extrême gauche assume plus d'être d'extrême gauche que l'extrême droite n'assume d'être d'extrême droite. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Ça, c'est clair et net. Pareil pour Laurent Alexandre, si vous voyez ses positionnements, notamment sur certains... Bon, alors sur le climato-scepticisme, bien entendu, mais même sur cette espèce de discours un peu eugéniste, ultra-biologisant, aller faire coucou à la convention de la droite, etc. On voit très bien que c'est un type qui va se déclarer de centre, ou centre droit, je sais plus comment il se qualifie, macroniste, et il boit sa pisse aussi, effectivement, mais ça, c'est pas un trait idéologique. C'est pas un trait idéologique. Je ne crois pas, en tout cas. Est-ce que c'est de gauche ou de droite de boire sa pisse? Je ne sais pas. En tout cas, Laurent Alexandre, lui, le fait. Mais il a des positionnements qu'on pourrait, en fait, objectivement rapprocher de ceux de l'extrême droite. Donc bon, en fait, et du coup, c'est pour ça que je pense que malgré ce critère-là des données, voilà, dites si je baragouine un petit peu trop sur ces trucs théoriques-là, mais ou si je dis de la merde, mais je pense que justement, c'est intéressant de le demander aux gens en fonction de justement en fonction de comment ils se voient eux-mêmes. Donc bon, alors j'en étais où? L'enquête demande aux répondants de se placer là sur un spectre qui hante l'Europe. J'ai ensuite tracé la proportion du soutien de chaque groupe pour les institutions démocratiques clés. Une copie de mon document de travail, voilà. Alors sachant que pareil, ça mélange plein de pays, mais comme ça, parce que et du coup le rapport aux institutions vont être particuliers dans certains pays. Il y a quand même 100 pays, ce qui est pas mal, et j'imagine que ça doit lisser un petit peu, quoi. Bon, c'est un truc de survivaliste, donc de droite. Oui, mais finalement, est-ce que les survivalistes de gauche, c'est pas un peu la théorie de l'effondrement, finalement? On en a maintenant. On en a maintenant. Comme je sais plus, j'avais vu passer ça sur Twitter, je trouvais ça très drôle, qui disait l'effondrement, c'est la gentrification du survivalisme. Je trouvais ça très drôle. Et donc, bref. Donc par exemple là on a, alors là c'est resté en anglais, hein, mais les centristes sont les plus sceptiques vis-à-vis de la démocratie. Donc c'est le pourcentage de gens qui disent que la démocratie est un très bon système politique. Là c'est par pays, alors vous voyez que c'est assez variable selon les pays. Par exemple au Danemark, alors attendez, les couleurs c'est quoi? C'est quoi, gauche, centre, droite? Ah oui, far left, ah oui pardon, c'était au milieu, je voyais pas. Donc centriste, voilà. Et en fait, il y a en Danemark par exemple, la différence est très claire. C'est très clair. Les gens plutôt à gauche, plutôt très à gauche et plutôt très à droite vont trouver que la démocratie est un très bon système. Et au centre, là, il y a une très grosse différence. C'est moins évident par exemple en Suède. Il y a quand même un petit peu moins pour l'extrême droite. Vous voyez, on a ces trucs-là. Nouvelle-Zélande, le truc est grillé de ouf. C'est là où on voit qu'il y a des différences, je pense, qui jouent sur quelles institutions ils ont, et comment les gens se positionnent sur le spectre politique aussi. Qui sont les centristes de Nouvelle-Zélande? Est-ce que c'est des Macron, etc. Aux États-Unis, regardez-moi ça. Seulement 33% considèrent que c'est un très bon système. Et là, ça pose une autre question, c'est quelle est la définition de la démocratie? C'est-à-dire que... Salut Mitaboula. Ça, c'est une autre question qui serait intéressante et qui permettrait d'affiner les données. C'est par exemple, je sais pas vous, mais moi, je vais me déclarer sur Far Left, sur le questionnaire, par exemple, si j'avais le questionnaire. Mais qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Si je trouve que la démocratie représentative française
est un très bon système, je vais pas dire non, mais en revanche, je considère que, de manière générale, que la démocratie est un excellent système. Au point que une des caractéristiques idéologiques, on va dire, de l'extrême gauche, c'est de vouloir, de l'extrême gauche, enfin des far left ou de la gauche radicale, c'est de vouloir plus de contre-pouvoirs différents, vouloir plus de syndicats, des organes collectifs de décision, la démocratie dans l'entreprise, l'autogestion, etc. Donc, quelque part, on va se considérer comme démocrate, mais même si on l'entend pas au sens, justement, des centristes. La démocratie représentative, c'est pas la démocratie, voilà. La démocratie directe, etc. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Là, c'est tout mélangé. Donc gardez bien ça en tête, c'est aussi une des... là où le traitement des données est un peu grossier aussi. Autre chose étant que, par exemple, là, on a... Tout est lissé de très à gauche à très à droite en 3 colonnes. C'est-à-dire qu'il y a probablement mis dans le côté gauche des gens qui en réalité sont centre-gauche. Ou un tout petit peu plus à gauche que le centre-gauche. Voilà. Extrême démocrate, ouais. Les centristes sont les plus sceptiques à l'égard de la démocratie. Pourcentage de personnes qui disent que la démocratie est un très bon système politique, c'est ce qu'on vient de voir. Les personnes sondées qui se placent au centre de l'éventail politique sont celles qui soutiennent le moins la démocratie selon plusieurs mesures d'enquête. Il s'agit notamment du point de vue de la démocratie en tant que meilleur système politique et d'une évaluation plus générale de la politique démocratique. Dans les deux cas, ceux du centre ont la vision la plus critique de la démocratie. Ce qui est très très drôle, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que, par exemple, justement, les gens qui sont sur les côtés, qui sont sur les marges, vont dire... Oui, voilà, c'est ambigu comme terme, la 5ème République. Tu dirais pas que la 5ème République est un bon système, et voilà. Mais justement, même dans ce sens-là, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, on pourrait s'attendre, naïvement, béatement, par angélisme, que les centristes entendent par démocratie, la seule chose qu'ils entendent en fait par démocratie, c'est-à-dire le système de la démocratie libérale et les institutions déjà en place, en fait, que nous, par exemple, très à gauche, on va pas considérer comme très démocratique. Eux, normalement, ils devraient dire... Ils n'arrêtent pas de nous bassiner comme quoi la démocratie, c'est que ça, quoi. C'est le vote, l'assemblée et point barre, quoi. Et c'est tout. Et si vous gueulez contre les décisions d'un candidat élu, c'est vous qui n'êtes pas démocrate. Et ben en réalité, même en nous cassant les couilles à longueur de temps avec ça, et ben il se trouve que eux, ils trouvent que c'est pas ouf, en fait. Alors que c'est ça qu'ils entendent par démocratie. C'est-à-dire ce qu'ils sont censés défendre le reste du temps. Ben non. Donc c'est quand même fou. Moi je trouve que, en fait, ça... J'aime bien cette étude, parce que, même si justement, ça serait intéressant de l'affiner, parce que en observation purement pragmatique de ce qui se passe et de ce qu'est devenu idéologiquement le centre, et de ce qui a peut-être même toujours été en réalité le centre, le bloc bourgeois, etc., en fait, ça colle assez bien. Malheureusement pour eux, ça va un petit peu contre la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, enfin en tout cas la vision qu'ils essaient de donner d'eux-mêmes. Donc voilà. C'est sûrement lié à leur fort attachement à la culture d'entreprise qui n'est pas démocratique, bien sûr. Bien sûr. Alors oui, mais ça justement, on en parlera sur les raisons qu'on peut imaginer à ça. Donc les centristes sont les moins... Oui, voilà, c'est moins probable qu'ils soutiennent des élections libres et non faussées, comme on dit, et équitables, on dirait plutôt. Libre et non faussé, c'est un peu trop marchand, ça ils soutiendraient. Donc pareil, on a ça, alors on a l'Allemagne. L'Allemagne encore, ça va, ils sont quand même devant. C'est un cas à part, par contre, boum boum boum, vous voyez ça, et notamment les États-Unis. En plus, je le rappelle, c'est que les gens sont des cons sur tous les pauvres, alors ils votent pour des bêtises. Bah oui, bien sûr. Alors vous voyez, les États-Unis, c'est quand même ouf, quoi. Comment les centristes, il y a une différence sur le rapport à la démocratie, c'est extraordinaire. Et en même temps, il y a une forme d'honnêteté là-dedans, en fait, parce que si vous voyez... là, on parle de la France, parce qu'ils nous envoient les flics dans la gueule à longueur de journée pour soutenir des réformes dont personne veut, qui sont soutenues par ni même le Conseil d'État, ni même les professions qui sortent jamais dans la rue, même... Enfin, voilà, là, il y avait des avocats devant l'Assemblée nationale qui cramaient des fusées d'alerte. Le lien vers... Ah oui, je vous ai pas donné le lien vers l'article. Alors bon, bah, je vous mets le lien de la version de l'Écrise, hein. Gueulez pas parce que je mets les crises. Je sais qu'il y a des critiques à faire sur ce site. C'est juste vraiment pour la traduction, qui en plus c'est pas terrible malheureusement, mais bon, si vous voulez la traduction. Sinon, en bas de l'article du coup de les crises, pour les gens qui lisent l'anglais, vous avez l'article original du New York Times.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Oui, aux États-Unis, c'est ouf. Mais quand vous voyez, en fait, comment les modérés républicains, les modérés démocrates, par exemple, le centre politique américain, se comporte vis-à-vis des candidatures plus à gauche, et comment, là, en fait, 100%, ce qu'ils vont faire, ils ont déjà commencé à dire que, pour eux, leur candidat, ça sera pas forcément celui qui a eu le plus de délégués, au moment de la convention. Vous savez que sur ce stream, on aime bien suivre la politique de nos amis d'outre-Atlantique. Et ce qui va se passer, c'est que Sanders va pas avoir la majorité absolue de délégués, qui vont faire un second tour, où les délégués des autres candidats vont pouvoir tous se ranger derrière, disons, Biden, on va dire Biden, probablement, ou en tout cas un candidat centriste, plus les super délégués, c'est-à-dire des gens pas élus, rentrent en jeu au second tour. Ça c'est des trucs un peu compliqués de la primaire américaine, et juste ils vont filer la candidature à quelqu'un d'autre, alors qu'il aura eu le plus de délégués. Ce qui est assez révélateur dans la pratique de la vision que peut avoir le centre de la démocratie. Et souvent, vous noterez que justement la démocratie, pour eux, c'est aussi le recours à des outils non démocratiques dans le système, permis par le système de démocratie néolibérale. Les démocrates vont perdre, oui. Ils vont s'asseoir sur la démocratie et ils vont perdre aussi, oui. Et ils vont perdre, parce qu'ils vont faire ça comme des cons et ils vont perdre. Parce qu'ils vont démobiliser toute leur aile gauche. Oui, si on en arrive à ça, c'est moyen ouf, mais bon, franchement, moi, je le vois trop venir, Et donc, le 49.3, c'est pareil. Le 49.3, c'est un outil antidémocratique qui est permis par notre système de représentatif, par nos institutions. C'est-à-dire qu'en réalité, nos institutions qui sont censées être le summum de la démocratie, et que forcément, il faut surtout pas s'en prendre à ces institutions, en fait, c'est aussi des institutions qui, et surtout, des institutions qui permettent de contourner, y compris un truc aussi bête que le vote populaire ou l'opinion publique. Et ça, ils aiment bien, Donc bref. Là, en fait, alors très exactement ce qu'il y a, ce qu'on regarde là, c'est pourcentage de gens qui disent que... alors qui disent que c'est une... Ah oui, qu'en fait, que choisir dans une élection libre un leader, c'est essentiel à la démocratie. C'est pour ça que c'est traduit par gens qui soutiennent l'élection. On précise donc c'est soutenir l'élection d'un leader. Ce qui, d'ailleurs, pareil, on pourrait imaginer que ça influencerait, disons... alors l'extrême droite, ils aiment bien les leaders, donc ça c'est normal, enfin c'est dans leur ADN aussi, ça je pense qu'ils s'en cachent pas. Mais on pourrait imaginer qu'à gauche, les gens répondent non, dans le sens où la démocratie, c'est pas, pour une bonne partie de la gauche, c'est pas... comment dire, c'est pas élire juste un chef, quoi. C'est pas élire juste un chef. Et pourtant, vous avez les gens de gauche, voilà. Alors, on sait pas, par exemple, la colonne, jusqu'où elle va à gauche. C'est-à-dire, non, je pense que ça a été coupé en 3. Donc, on va dire que c'est un tiers, un tiers, un tiers de leur échiquier, on va dire. Donc, toujours est-il que c'est vraiment là, au milieu, on sait pas trop jusqu'où ça va, mais c'est toujours les plus centristes. Oui, pour ceux qui veulent du contexte, allez voir sur le Twitter de Corentin Célin. Ah, Bloomberg en meeting dans une église avec des noirs qui se sont levés, lui ont tourné le dos, bah bravo. Très bien, bravo à eux. Les centristes sont les moins susceptibles d'appuyer des élections libres et équitables, pourcentage de personnes qui disent que le choix d'un dirigeant lors d'une élection libre est une caractéristique essentielle de la démocratie. Certaines des données les plus frappantes reflètent le point de vue des personnes interrogées sur les élections. Le soutien aux élections libres et équitables diminue au centre pour chaque pays de l'échantillon. La taille de l'écart est frappante. Dans le cas des États-Unis, moins de la moitié de la population du centre politique considère les élections comme essentielles. C'est fou. Pourcentage de gens qui disent... Attendez, comment ils l'ont traduit là ? Pourcentage de personnes qui disent que les droits civils qui protègent la liberté des personnes contre l'oppression de l'État est une caractéristique essentielle de la démocratie. Ah oui, alors voilà, ça c'est encore plus... Bien sûr, le concept de soutien à la démocratie est quelque peu abstrait et les personnes sondées peuvent interpréter la question de différentes manières. Voilà, c'est ça qui est dit. Ça c'est ouf quand même, vous voyez quand même les écarts. Et alors, par exemple, sur ces questions-là, vous voyez que là, il y a... En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on va quand même trouver souvent des écarts entre la gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en général, à gauche, ça va être beaucoup plus démocrate. Ce qui paraît logique, d'une certaine façon, même si...
Même si à l'extrême droite, les gens, il y a des gens qui par exemple votent extrême droite, ils vont pas forcément dire qu'ils sont antidémocrates. Ou même le penser, ils vont même pas se vivre comme antidémocrates. Mais c'est normal qu'il y ait cet écart-là. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en général, soit il y a, alors sauf là dans le cas de la Suède, ici, le centre, non seulement est en dessous de la gauche, en soutien aux politiques démocratiques, ou même aux institutions démocratiques, mais en plus, il est souvent en dessous de l'extrême droite. Enfin, de la droite, on va dire, parce que comme ça recoupe, c'est coupé en 3-3-3, en 1, 2, 3, donc voilà. Donc bref, qu'en est-il du soutien aux droits civils, si essentiel au maintien de l'ordre démocratique libéral? C'est ce qu'on vient de voir. Dans presque tous les cas, le soutien aux droits civils diminue au centre. Aux États-Unis, seulement 25% des centristes sont d'accord pour dire que les droits civils sont une caractéristique essentielle de la démocratie. Ils ont mis la gauche à droite. Non, la gauche est à gauche. La gauche est là. La gauche est là. C'était marqué sur le... c'est plus marqué, mais c'était marqué sur le premier graphique. Ils ont mis la gauche à gauche. Donc voilà. Et ça, franchement, mettez-le en perspective avec ce qu'on voit là, avec des gouvernements centristes qui nous cassent les couilles, à dire faut faire barrage, oh là là c'est terrible, la montée des populismes, notre démocratie en danger, et qui ne font passer les choses que à coup de 49.3 et de flashball, pour caricaturer, on va dire. Gardez-le en tête. Et gardez-le en tête aussi sur en quoi c'est révélateur quand même de ce qu'est aussi l'électorat, parce que là ils n'ont pas demandé à des dirigeants, hein, de ce qu'est l'électorat du centre. Et en fait, et surtout, ça m'étonne pas venant de... Enfin, surtout en France, par exemple, de l'électorat du bloc bourgeois, quoi. C'est-à-dire, en fait, quand t'es du côté de la... Évidemment, quand t'es du côté de la domination, t'es pas du côté de la démocratie. T'es pas ouvert, en fait, à ces trucs-là. T'as pas envie. T'as pas envie que les gens disent leur truc. C'est révélateur, exactement. T'as pas envie que les gens donnent leur avis. Pensez à Barbier. On l'avait maté en live, ça, ce truc de Barbier, qui parle de Adolphe Thiers, et qui dit qu'il a sauvé la République en massacrant les communards. Pensez-y. Ah, Christophe Barbier, merci, je suis un paniaque de nous illustrer ça. Souvenez-vous de cet extrait de Barbier qui dit oui, ok, il a massacré les communards, mais il a sauvé la République. Sinon, ça serait Lénine, maire de Paris. Je sais pas pourquoi il a dit Lénine, maire de Paris, ça n'a aucun sens, mais bon. Mais bon, je pense que c'était une image comme ça. Ouais, Barbier avec Thiers, vous voyez comment ça, c'est des moments, genre, c'est vraiment des moments révélateurs, désolé, je reste sur le truc révélateur, comme un putain d'éditorialiste de merde, mais qu'est-ce que je suis grossier. Lénine, maire de Paris, en même temps, ça aurait été marrant. Mais voilà, tu sais, ces moments un peu révélateurs de... Ah, à la meilleure habit, ouais, dictateur certes, oui voilà, dictateur certes. Vous voyez comment, en fait, genre, ils sont démocrates que quand, au final, t'as pas le choix, quoi, que quand ça leur va. Est-ce que ça veut dire que quand la gauche sera dominante, elle ne sera pas elle aussi antidémocratique? Ah bah alors, quoi, les données là? Bah alors là, pour le coup, les données vont pas dans ce sens. C'est-à-dire que là, ça noterait plutôt un soutien à la démocratie de la part de la population de gauche, on va dire. Même si c'est un peu vague de dire ça, mais c'est pas dans ce sens-là. Après, oui, évidemment, toute position de pouvoir amène plein de problèmes. C'est pour ça que justement les questions de pouvoir sont très très importantes. Les questions de contre-pouvoir, les questions de comment tu fais tes institutions aussi. Quelles institutions on met en place, y compris pour dire quand des gens de notre camp sont au pouvoir, comment on les tient responsables et comment on les tient en laisse aussi. C'est pour ça que c'est un truc très important, parce que bien évidemment que... Mais là je parle même pas de position de pouvoir, je parle de position de domination. C'est-à-dire de domination de classe, domination économique, symbolique, le camp de la domination, quoi. Mais évidemment, quand t'es dans le camp de la domination, t'es habitué. Et ça, pensez aussi je sais pas si on aura le temps de le lire, de le relire, le texte de Virginie Despentes dans le Libé, là, que tout le monde a un peu fait tourner. Et où justement, elle met ça sur le compte de la domination et des pulsions morbides et de la morgue et de l'arrogance des gens qui sont en position de domination. Ce qui est une vision très matérialiste des choses, c'est-à-dire que c'est pas du tout dire « Ah, c'est des méchants », justement, Crépusco, c'est pas du tout le discours de dire « Ah, regardez, comme ils sont pas corrompus, ils sont la corruption, etc. » En fait, c'est leur position qui est la corruption, c'est pas eux. C'est pas eux. Ils sont juste le produit de la position où ils sont, et c'est un produit absolument dégueulasse, quoi. Et dangereux, y compris pour la démocratie. Entendu au sens même très large, quoi.
Donc voilà, les centristes sont le plus favorables à l'autoritarisme, à l'exception de l'extrême droite, bien évidemment, ça encore. Pourcentage de personnes qui disent qu'un leader fort qui n'a pas à s'occuper d'une législature est assez bon ou très bon. Donc un leader fort qui n'a pas à s'occuper d'une législature est assez bon ou très bon. Alors évidemment, à droite, regardez en Allemagne, wouhou, l'extrême droite allemande, wouhou. Et on est quand même sous la barre des 50%, c'est-à-dire que même l'extrême droite allemande, même la droite dure allemande, ils assument pas jusqu'à plus de 50% quand même. Mais regardez le centre. Il y a des pays où ils sont devant l'extrême droite là-dessus, quoi. Des pays d'ailleurs où en fait ils sont où c'est l'extrême droite qui ne dit pas ça. Vous voyez, c'est la différence de pourcentage est très très faible est énorme sur l'extrême droite entre par exemple l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Mais vous voyez que le centre, alors ça, est-ce que ça étonne quelqu'un en France maintenant que y ait parmi l'électorat centriste des gens qui trouvent que c'est quand même très bien qu'il y ait un chef très fort qui n'ait pas besoin de se préoccuper de s'emmerder avec des problèmes législatifs, à faire voter des trucs, à avoir du consentement. Donc voilà. S'il sait qu'il y a contestation, il ne pourra plus gouverner. Oui, ça c'est le fameux argument, ouais. Et donc voilà. Alors aux États-Unis, c'est fou aussi. Je trouve que c'est fou. Alors après, justement, les États-Unis, ça vaudrait le coup d'avoir... Non, c'est pas étonnant, effectivement. Ouais. Justement d'avoir un truc affiné sur les États-Unis, parce que pourquoi alors qui se revendique au centre et pourquoi un tel écart avec le reste, parce qu'il c'est quand même fou là-bas. Et ça c'est la moyenne européenne hein, quand même. Donc vous voyez que l'extrême droite est quand même devant, on voit qu'il y a des disparités quand même énormes. Quoi que c'est la disparité, c'était avec la Nouvelle-Zélande plutôt. En Italie ils aiment bien, ils aiment bien les chefs. Mais la moyenne de l'Europe c'est ça, c'est-à-dire qu'on a à gauche, alors bon, là on notera que si vraiment on fait la moyenne, il y a moins d'écart que sur certains pays qu'on voit là, par exemple avec la Suède qui n'a pas tellement d'écart que ça. Faut pas rêver. Par contre en France, vous voyez, en France on fait glou glou glou. Ça fait vraiment gauche, centre, extrême droite quoi. Et je me demande où ils vont chercher leurs centristes. Eh ben c'est des gens qui se déclarent centristes. L'un des signes les plus alarmants pour la démocratie a été la montée des dirigeants populistes aux tendances autoritaires. Mais bien que ces dirigeants soient devenus plus populaires, il n'est pas certain que les citoyens appuient explicitement des styles de gouvernement plus autoritaires. Je trouve cependant des preuves d'un soutien substantiel en faveur d'un dirigeant fort qui ignore les législations de son pays, en particulier parmi les centristes. Aux États-Unis, le soutien des centristes à un leader fort dépasse de loin celui de la droite et de la gauche. Attendez, faut lire comment ça ? Ah bah justement, c'est affiné sur les Américains. C'est pas... On a les années là. C'est marrant, il y a un pic à gauche entre 99 et 2004, et arrivé en 2014, on a très faible soutien. Par contre, chez les centristes, ça monte depuis 95. Petite baisse, jusqu'à 2014. Mais vous voyez quand même, l'écart est assez énorme, quoi. Qu'est-ce que ça signifie ? Partout en Europe et en Amérique du Nord, le soutien à la démocratie est en déclin. Ça, a priori, c'est une tendance générale. Il donne pas de données là-dessus, j'imagine qu'il s'est basé sur quelque chose qui ressort de ces données aussi. Avant, les centristes étaient appelés les opportunistes, c'est plus précis comme terme, oui. Mais du coup, c'est pas clair que ce soit un tiers. Oui, c'est un tiers. Ouais, c'est un des problèmes de l'étude. Ceci dit, après, ça conserve l'idée que, en fait, c'est le centre et un rayonnement. C'est-à-dire que t'as vraiment les plus au centre et un peu à gauche et un peu à droite, quoi. Et ça date de 2014, ouais, hein, ça va jusqu'à 2014. Mais l'article, lui, date de l'année dernière, de 2018. C'est quoi ? Oui, c'est ça ? Oui, 23 mai 2018. Date de 23 mai 2018. Tant l'extrême gauche que l'extrême droite sont, selon ce point de vue, prêts à faire faire peu de cas des institutions démocratiques pour parvenir à un changement radical. Les modérés, par contre, sont supposés défendre la démocratie libérale, ses principes et ses institutions. Alors là, il prend en compte un truc assez étrange, je trouve, dans son interprétation, Adler, puisqu'il part du principe que En fait, il part du principe que le soutien à la démocratie va être tendanciellement plus faible à l'extrême gauche et à l'extrême droite, parce que pour amener un changement radical, tu ferais fi des institutions, et effectivement, tu peux dire, le soutien éventuellement à des coups d'État par l'extrême droite, qui est assez traditionnel, ou des révolutions à l'extrême gauche, etc., et donc le renversement d'institutions. Mais là, ça veut dire qu'il part du principe que, en fait, ça, c'est
c'est faire fi des institutions démocratiques telles qu'elles sont maintenant, telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Ce qui est pas forcément ce qui va driver les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, sur la question des droits civils, le soutien aux droits civiques, on peut imaginer que une personne se percevant de gauche ou d'extrême gauche va être effectivement, tel qu'il le dit, c'est vrai, prête à aller contre les institutions démocratiques de l'État ou de la République telle qu'elle est maintenant, par exemple par la Révolution, par des trucs comme ça, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle va être contre les droits civils, en fait, vous voyez, qu'elle va se déclarer contre les droits civils. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Donc voilà. Les modérés par contre sont supposés défendre la démocratie libérale, ses principes et ses institutions. Effectivement, voilà, c'est là où justement, là c'est posé purement du point de vue des institutions, et effectivement, c'est ça qui devrait ressortir, ça je suis d'accord. C'est assez évident, puisque c'est leur système en fait. C'est la démocratie libérale, c'est le système des centristes quoi. Et qu'ils sont supposés défendre en réalité. Comme ça, en faisant barrage notamment, ça ils aiment bien. Donc voilà, les chiffres indiquent que ce n'est pas le cas, alors que les démocraties occidentales sombrent dans le dysfonctionnement, aucun groupe n'est à l'abri de l'attrait de l'autoritarisme, encore moins les centristes, qui semblent préférer un gouvernement fort et efficace à une politique démocratique désordonnée. Vous voyez d'ailleurs c'est marrant de considérer, enfin je sais pas d'ailleurs quel est le terme était en anglais pour désordonné, mais considérer que juste avoir des institutions qui ne soient pas juste un mec qui décide pour tout le monde, c'est désordonné. Je trouve ça assez drôle, mais bon... les hommes forts du monde en développement ont historiquement trouvé un soutien au centre, du Brésil à l'Argentine, et de l'Argentine à Singapour et à l'Indonésie. Les modérés de classe moyenne ont encouragé les transitions autoritaires pour apporter la stabilité et croissance. Effectivement, j'aimerais bien avoir le truc par sociologie, aussi par CSP par exemple, par catégorie socio-professionnelle. La ménagère, elle veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Exactement. Et bah, De Gaulle, c'était quand même... c'est quand même soutien à l'homme fort. Il y avait quand même cette tradition-là en France. Hein. Bah, la 5ème République, je vous apprends rien, mais il y a quand même ça, quoi. Et Macron qui disait que c'était quand il était ministre, qui disait que ce qui manquait à la France, c'était... Ce qui manquait au peuple français, c'était le roi. Parce qu'il voulait pas le décapiter, et quand même, et tout, ça craint. La même chose pourrait-elle se produire dans les démocraties mûres comme la Grande-Bretagne, la France, démocratie mûre. Rencontrer des démocraties d'âge mûr de votre région. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. World Values Survey pour tous les graphiques. Ouais, enfin, les deux études qui étaient citées avant, sur lesquelles ils sont... Enfin, les deux collectes de données sur lesquelles il s'est basé là-dessus. Donc voilà, alors, bon, je revenais à ce truc, mais il faudrait l'affiner, mais je trouve que, en fait, c'est quand même empiriquement, et sur ce qui se passe historiquement et politiquement, du point de vue de la coalition sociale qui soutient le centre, notamment en France, je trouve que ça, c'est pas si étonnant. C'est contre-intuitif, dans le sens où tu dis « Ah, mais il devrait quand même respecter les institutions, quoi. » Mais surtout les leurs, c'est-à-dire qu'on leur demande pas, de soutenir l'autogestion, quoi. Ou des institutions démocratiques comme ça, quoi. Là, normalement, c'est... Tu vois, genre là, Clément Viktorovitch, il coche tout, lui. Tu sais, il fait oui, c'est super, les institutions, c'est trop bien. Moi, je soutiens tous ces trucs-là. Et tout, machin. Et les centristes, non. Non, finalement, non. Ils s'en foutent un peu. Ça les intéresse pas tant que ça. Alors, quelle hypothèse on pourrait faire? Moi, j'ai déjà dit... Enfin, voilà. Là, c'est au doigt mouillé, hein, c'est au doigt mouillé. Mais effectivement, empiriquement, ça se retrouve. Ça se retrouve dans ce qui se passe en France, notamment. Effectivement, personnellement, moi j'y vois quand même un truc pas étonnant venant de gens qui sont en position de domination et que donc tendanciellement vont être habitués à ce qu'on leur dise pas trop quoi faire et que ce soit eux les chefs. Et je pense que c'est assez normal sociologiquement et presque même au niveau psychologique de pas trop soutenir des contre-pouvoirs quand c'est toi le pouvoir, quoi. Ou pas trouver que c'est super parce que quand même c'est un peu le bordel, les gens ils disent de la merde, ça serait bien qu'ils... Enfin, c'est bien quand ils votent comme toi, quoi. Ou que tu fais ton... En fait, ce que je trouve assez génial aussi, ça illustre bien aussi le recours opportuniste aux institutions. C'est-à-dire défendre la démocratie quand elle n'est en fait qu'une institution qui te permet
de justement ne pas te soumettre à la démocratie, type l'élection présidentielle en France. Alors, tu peux faire ton petit hold-up là, avec ton commando, comme on disait au début, là, pour reprendre le terme de mon pote. Avec ton commando, tu fais ton hold-up, t'es soutenu par les 10%. T'as un soutien effectif de 10%, t'as une coalition de 10% de la population, on va dire, derrière toi, à peu près. Et ça passe. Et en fait, après, c'est bon. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Et en fait, tu utilises un outil institutionnel qui est purement antidémocratique. Et c'est là où... Enfin, vous voyez, c'est marrant parce qu'en fait, ça serait drôle aussi de voir... par exemple, le fait de soutenir... ce soutien à un chef fort. Ce soutien à un chef fort... et de le lier aussi à sur quelle légitimité démocratique il a. Parce que si sa légitimité démocratique, c'est juste utiliser les outils des institutions pour justement contourner le vote populaire, ce qui se passe aux États-Unis aussi, ce qui va se passer, je vous le dis, à la Convention démocrate aux États-Unis, les centristes vont faire ça. C'est vraiment utiliser les institutions contre, entre guillemets, le peuple. J'aime pas trop cette catégorie, le peuple, mais là, c'est dans le sens de quand même, on va dire, la majorité, ou en tout cas tenter d'avoir une coalition plus large. On vote si vous êtes d'accord avec moi, c'est bon. Si vous avez mal voté, et je prends la décision tout seul, exactement. Exactement, 49-3. Et même... Parce que là, 49-3, ce qui est ouf, c'est qu'ils ont quand même une grosse majorité de pingouins à l'Assemblée pour voter leur loi, et en fait, juste, ça les fait chier, en fait, le processus. Rien que le processus, ça les fait chier. En fait. Alors qu'ils ont leur majorité, enfin voilà. Juste le processus, ça les fait chier, quoi. Les classes populaires, le peuple... Oui, mais là en l'occurrence, j'utilise plus le peuple que les classes populaires, parce que là, c'est au sens... là, je parle d'outils démocratiques pour vraiment tout le monde. Là, je compte tout le monde, en réalité, quoi. Dans ce truc-là. Je compte pas que les classes pop, par exemple, dans ce truc-là. C'est-à-dire, je compte aussi le bloc bourgeois lui-même. C'est-à-dire que lui aussi, il a son mot à dire. Mais c'est juste comment il tège le reste, quoi. Comment il tège le reste, quoi. 49.3, bah, ça me fait chier de bosser. Ouais, ça les fait chier, en fait. La démocratie les emmerde. Et après, faudrait... ça mériterait un vrai travail théorique, etc. Mais il y a des très très bons trucs sur le fait qu'en réalité, les penseurs du libéralisme, les penseurs originels, on va dire, du libéralisme, ne sont en réalité pas des démocrates. Et plutôt au contraire, c'est pas des gens qui parlent de démocratie, en fait. C'est pas ça la liberté qu'ils demandent. Et ils sont même plutôt les penseurs fondamentaux. En fait, il n'y a pas tant de tradition démocratique que ça là-dedans, et il y a même une méfiance vis-à-vis de la population et de la prise de décision par la population. D'où aussi l'idée de créer des institutions qui sont, par certains aspects, des contre-pouvoirs à la volonté populaire, par exemple. Ou des contre-pouvoirs aux syndicats. Et donc quelqu'un disait, voilà, tu dis bac à sable, la liberté d'entreprendre, mais quelqu'un disait, je sais plus qui sur le chat tout à l'heure, un truc très juste. Effectivement, quand on modèle, surtout maintenant, tu parles de libéraux classiques, ouais, par exemple Tocqueville, ouais, des trucs comme ça. Ouais, c'est très aristocratique. C'est très aristocratique. D'où l'idée que, en fait, finalement, on est dans une aristocratie élective et pas dans une démocratie. Ça leur va, l'aristocratie élective. Finalement. Et ouais, quand on modèle, c'est l'entreprise, ce qui est d'autant plus vrai maintenant. Je dirais pas forcément ça. Là, c'est vraiment très, très d'actualité. On parle plus des penseurs libéraux de base, mais quand ton idéologie, ta façon de penser, tes habitus sont ceux de l'entreprise et de la Startup Nation et de l'idéologie managériale et du privé, comment dire, oui, c'est pas étonnant qu'en fait t'aies pas des très bonnes intuitions démocratiques, parce que c'est quand même pas l'endroit qui a le fonctionnement le plus démocratique du monde. Bien au contraire, enfin voilà, là encore je vous apprends rien, mais je pense que ça peut aussi être une explication à ce type de données. Et encore une fois, à ce qu'on voit, ce qu'on a vu ce week-end avec le 49.3, mais ce qu'on voit depuis, en réalité, des années, ça fait 40 ans, non, et surtout ce qu'on voit depuis, à pleine force avec Macron, quoi. La démocratie s'arrête aux portes des entreprises, comme disait l'autre, mais alors, le problème étant que, manifestement, l'entreprise ne s'arrête pas aux portes de la démocratie, elle, apparemment.
Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai truc à étudier là-dessus. Bon, alors là, le sondage lui vaut ce qui... Le sondage, cette étude vaut ce qui... Je trouve que c'est un bon point de départ. Cette étude qui mériterait d'avoir beaucoup de choses à affiner. Beaucoup de choses à affiner. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que quelqu'un demandait, est-ce qu'on se relie le texte de Despentes avant de partir? On a 10 minutes. Ou est-ce qu'on continue là-dessus? C'est la logique capitaliste qui a façonné nos démocraties modernes, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui est logique en même temps. Mais là, en plus, là, on peut dire que la logique managériale, depuis, on va dire, n'a fait que depuis les années 80, n'a fait que tout phagocyter. Et c'est une logique qui est purement antidémocratique, et jusqu'à devenir, mais voilà, le discours politique. C'est trop marrant de revoir le truc de Franck Lepage d'il y a 10 ans, où vous savez, il fait son truc où il dit, où il parle justement du langage. Et donc, on est 10 ans, je crois, avant Macron, quoi. Et, et quand il dit, vous savez ce que c'est il reprend ce truc du nouvel esprit, l'idée de cette idée du nouvel esprit du capitalisme qui est, faut voir les termes qui sont utilisés par les livres de management pour voir un petit peu vers où on va. C'est un peu l'avant-garde du discours de la domination, quoi. Et ça donne pas mal les tendances, c'est un bon baromètre. Et oui, alors le management découle de penseurs d'anciens SS. Oui, alors vous pouvez voir, il y a Chapoutot qui a écrit un bouquin là-dessus. Alors attention, il dit pas le management c'est un truc de nazi, hein. Mais il dit que, enfin, il y a eu une corrélation, et y compris dans le fait que des anciens nazis se sont reconvertis dans le management, en fait. C'est assez intéressant. Voilà, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, hein. Faut pas non plus exagérer, bien évidemment. Lui non plus, hein, n'essaie pas de dire ça. C'est quoi ce bouquin? Alors c'est Chapoutot, j'ai oublié son prénom. Chapoutot, c'est... Je vous le trouvais. Chapoutot, OT, Management. Et vous pouvez l'écouter sur France Culture. Là, je vois qu'il y a un 33 minutes sur France Culture. Voilà. C'est quoi? C'est ça, les influences? Je vous mets le truc de France Q. Libre d'obéir s'appelle le livre. Très, très beau titre. Très, très beau titre. Et là, vous avez une émission de France Q, si vous voulez, que vous pouvez voir. Non, j'ai pas lu Pronom. J'ai pas lu Pronom. Et donc, ouais, je disais, Lepage, il y a 10 ans avant Macron, qui disait, vous savez ce que c'est le... C'est incroyable. Quand tu vois la suite, c'est trop ironique, quoi. Le mot qui ressort le plus des trucs de management, alors les gens, ils sont là, ils se disent, oh, ça doit être hiérarchie, obéissance, ou des trucs comme ça. Et en fait, non, c'est projet. C'est projet. Et d'ailleurs, ben, c'est marrant, parce que, oui, en fait, il y a un vrai sujet, je suis en train de me dire, parce que j'écoutais Chapoutot l'autre jour, et Chapoutot, il explique que, justement, contrairement à ce qu'on pense, la façon de manager qu'avaient les nazis dans leurs institutions, c'est un management de projet. C'est-à-dire, c'est ça leur logique. L'idée étant, du management de projet, c'est, en fait, au lieu de te dire fais ci, fais ça, on va te dire ton objectif c'est ça. Et après tu te démerdes. Tu te démerdes, et en fait ça te rend responsable. Et tu vas te faire défoncer si tu n'y es pas arrivé. Donc tu vas tout donner, et tu vas être ultra obéissant, parce qu'en réalité, si ça foire, tu vois, si ton chef il te dit fais ça, et ça, et ça, et ça, et une série d'actions qui aboutissent à de la merde, bah c'est sa faute, c'est lui qui, toi, t'as fait ce qu'il t'a dit, voilà. Si on te dit, l'objectif c'est ça, le projet c'est ça, et que ça marche pas, c'est toi qui as fait de la merde. Et Nazi faisait ça. Et en fait, et voilà, et Lepage, t'as ce truc de Lepage où il lui dit que le mot qui revient le plus, le concept qui revient le plus dans les livres de management à ce moment-là, c'est projet. Et 10 ans plus tard, on a parce que c'est notre projet, quoi. Incroyable. Évidemment, il y a une forme de coïncidence là-dedans, mais je trouve qu'elle est très très belle, et elle est quand même très très symptomatique, quoi. C'est un beau moment cristallisé, je trouve. C'est un beau moment cristallisé, quoi. On va peut-être pas lire En fait, j'ai peur que ça m'énerve de lire le truc de Despentes, mais bon, ah si, allez, vas-y. Vas-y. C'était dans l'eBay, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un peu hors sujet, mais si je tape Despentes, Libération, sinon je peux le retrouver. Désormais, on se lève et on se barre. Vous l'avez tous... Est-ce que vous l'avez lu, ça, quand même? Vous l'avez lu, ça, quand même? Incroyable, ce texte, quand même. Incroyable, ce texte. Pourquoi ça t'énerverait? Parce que c'est...
Parce que justement, elle met... Non, pas contre elle, hein, juste parce que c'est un texte de colère, quoi. C'est un texte de colère, mais... Non, tu l'as pas lu, alors attendez, ça c'est incroyable. Donc c'est un texte qui est sorti hier, si je dis pas de bêtises, dans Libé, donc Virginie Despentes. Autrice, réalisatrice, etc. Qui fait souvent des... Je connais très très mal son travail, hein, je m'étendrai pas là-dessus. J'ai pas d'avis là-dessus, mais j'aime bien ces textes de public. Oui, je peux vous donner le lien. De toute façon, ça a beaucoup tourné. Et donc c'est vraiment le texte du week-end, de ce week-end fatigant. Tout à coup arrive, dans 49.3 coronavirus tout, arrive Virginie Despentes et surtout, elle réagit à Polanski, au César pour Polanski, et au départ à Adèle Haenel qui quitte la salle. Mais ce qui est très fort, et c'est là où moi j'aime beaucoup Despentes et j'aime beaucoup ce texte, c'est qu'en fait elle en fait un moment cristallisé, en fait, justement, un moment symbolique. C'est-à-dire que c'est un moment symbolique de beaucoup plus que... c'est vraiment un moment symbolique de la domination et de notre rapport à la domination, au sens entendu très très large, et je pense que c'est aussi pour ça que le texte touche tellement. C'est-à-dire qu'il est très centré sur Polanski, et sur le César à Polanski, mais en réalité, elle a cette intelligence d'y voir un moment, en fait, quoi. D'y voir un moment qui est beaucoup plus large, et de faire le lien avec toutes les dominations, en fait, finalement. Et l'arrogance, quoi, des puissants. Et en ce moment, en plus, d'ailleurs, je le dis, parce que là, cet après-midi, enfin même ce matin, je vais faire les... ça ne vous concerne pas toutes et tous ici, mais pour les tipeurs de la chaîne YouTube, vous avez vu que là, on est le 2 mars, il n'y a toujours pas de vidéo, alors que j'avais dit une par mois, donc il n'y a pas eu de vidéo de février. Je ferai un mail pour expliquer aux tipeurs pourquoi elle sortira plutôt dans 2 semaines, je pense. Et c'est une vidéo sur l'année cinéma 2019 et la haine des riches. Et c'est une vidéo qui va parler de Us, Joker, À couteau tiré et Parasite. Et qui va s'appeler La haine des riches. Et en fait, du coup, voilà, c'est un truc sur la domination et ce qui change dans notre rapport à la domination. Et je vous garantis que là, quand j'ai fini le texte, et quelques jours plus tard, je lis le truc de Despentes, c'est ouf, quoi. C'est un meilleur... Oui, j'ai vu quelqu'un dire sur Twitter que ce texte est un meilleur hommage au J'accuse de Zola que J'accuse de Pédolanski. Ouais, bien sûr, quoi. Tu fais un mail d'autocritique. C'est pas un mail d'autocritique dans le sens où il y a des raisons matérielles qui sont aussi indépendantes de moi qui font que. Mais c'est un mail plutôt de transparence. C'est un mail de transparence pour les gens qui donnent sur Tipeee. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler de fric, abonnez-vous. À 25 abonnés, avec votre Prime ou vos sous. À 25 abonnés, on fait le commentaire du match Lordon Piketty en sifflant les fautes avec Host. C'est le sub-goal de droite, parce que les sub-goals c'est de droite. Donc bref, le texte s'appelle Désormais on se lève et on se barre par Virginie Despentes. Et voilà, le profit est insupportable. Harry Gop. Le profit était insupportable, et ça c'est bien un truc de gauchiste. Merci à toi. Plus que 5 abonnements finalement, pour avoir un grand moment de sport. Le match Lordon Piketty en octogone. Non, j'ai mis le match pour rigoler, mais c'est le débat Lordon Piketty organisé par l'Humanité qui est absolument imbuvable, parce qu'ils sont tellement désagréables. Enfin, Lordon est tellement désagréable, il y a tellement une sale ambiance dans ce débat. Moi j'ai dit le match, bravo Corbacane, vous voulez voir des vrais moments de sport finalement, des vrais moments de sport, c'est-à-dire nous, je pense, on aura des cartons rouges, des cartons jaunes, c'est pas encore en place, mais n'hésitez pas, vous ne donnez pas dans le vide, on va vous faire un beau moment de sport. Il est pas un peu nul ce débat Lordon Piketty? Moi je trouve un peu qu'il est un peu nul, et surtout il est super malaise, c'est peu drôle. Merci, voilà, 22, on y est presque. Bravo à vous. Super Pastèque, merci à toi, merci à Corbacane, pour nous permettre de... en fait, en réalité, pour me permettre de continuer à streamer, surtout, c'est surtout ça que tu fais en... Oui, il y a une vidéo de ça, mais moi je pense qu'on peut mettre à la vidéo. Sur le YouTube de Luma, tu peux le trouver. Si tu tapes Lordon Piketty, t'auras ça. Ouais, il est pas ouf du tout, non. Mais après, peut-être qu'on pourra, justement, ça peut être intéressant de... Soit on va bien rigoler, on pourra aussi en tirer peut-être des discussions politiques quand même. Et avec une meilleure ambiance que sur le débat lui-même. Lordon, il sait pas débattre, non. Enfin si, c'est une forme de débat, mais c'est juste qu'il est tellement désagréable et il est tellement odieux que... Moi, ça me fait presque rire. Moi, je pense que je vais même acheter un sifflet pour faire ça, là, quand on le fera, là, pour les 25 abonnés. Host, il est chaud. Faut que je demande à Usul aussi.
si on se fait ça, parce que je pense qu'il y a moyen de rigoler et de détendre l'atmosphère. Donc bref, alors donc revenons concentrons sur ce texte qui je pense va être assez marquant quand même, être assez fondateur. Et ça se voit d'ailleurs dans la réaction des gens, je pense que les gens sont... Tous l'agacement du week-end, c'est tu vois, on a fait boule, comment c'est quoi la boule d'énergie universelle, gros fan de manga bien sûr, le mec je connais même pas le nom, boule d'énergie universelle sur Son Goku des pentes et elle a pondu ce texte quoi. Et bon, surtout les meufs qui ont eu de quoi s'énerver. Genki Dama, merci, qui ont eu de quoi s'énerver tout particulièrement. Mais là, justement, le fait qu'elle arrive à y voir, à voir le sens symbolique de ça, je trouve ça fou, quoi. Enfin, de vraiment le généraliser comme ça, c'est une démarche que je trouve vraiment, vraiment très forte. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, vous, les puissants, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, les exactions de votre police, les Césars, votre réforme des retraites. En prime, il vous faut le silence des victimes. J'ai pas fait d'alerte gâchette à ce sujet, mais bon, vous aurez compris qu'évidemment c'est un texte qui se base en grande partie sur le scandale autour du César donné personnellement en tant que meilleur réalisateur à Polanski, c'est-à-dire que même pas à son film, mais à lui directement, ce qui pareil a une puissance symbolique qui est assez particulière. Donc évidemment, ça dit des trucs un petit peu vénères. Et ça parle de trucs un petit peu glauques, bien sûr. Donc c'est une tribune, je vais commencer comme ça, soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets, ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois votre pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coups de 49.3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête, mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas, on vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïds, et le message passe 5 sur 5, cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés? Vous voyez, il y a quand même un petit peu un lien finalement avec ce qu'on disait avant, à ce qu'on a dit pendant ce live. On va déborder un petit peu du coup, je m'excuse auprès de ma compagne. On va déborder un petit peu pour finir ça parce que je ne veux pas m'arrêter en plein milieu. Et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force. Certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. Elle avait fait aussi un texte, mais je l'ai pas, j'aurais dû le retrouver avant. Elle avait fait un texte sur comment elle, en étant un petit peu dans des cercles, en côtoyant parfois des cercles bourgeois parisiens. Le monde de demain. On a interrogé ceux qui feront demain et qui sont encore elle a fait un texte pour expliquer à quel point ces gens-là nous haïssent. Pas comme Thielman a fait un truc aussi là-dessus, pas mal. À quel point ces gens-là nous haïssent en réalité et qu'ils s'en foutent de ce qui peut nous arriver. Mais vraiment, genre vraiment, ils s'en foutent quoi. On peut crever, on peut vraiment crever quoi. Ils en sont dans ce mood psychologique là quoi. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais ce n'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Ça, c'est trop bien qu'elle revienne là-dessus. Désolé, je vais un petit peu elle vient de quel milieu social? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que son nom, en fait, vient des pentes de la Croix-Rousse, donc à Lyon, qui est un peu un quartier un peu alternatif, un peu bobo aussi. Mais par contre, je crois qu'elle a eu elle est passée par la prostitution, non? Il me semble, des pentes. Il me semble, je dis pas de bêtises. Je veux pas dire de bêtises sur elle, mais il me semble qu'elle a un passif, assez compliqué en fait quoi. Et assez dur. Prolo, ouais. Ses parents, c'est des postiers de la Cégette. Non. Ah ouais, carrément, quoi. Ah oui, c'est Prolo 2000, quoi. Donc voilà, là, le fait qu'elle remette... Ça, c'est un argument que j'avais pas assez entendu, mais il y a un signe de soutien à Polanski et d'impunité, c'est aussi ça, c'est le pognon. Si la lutte contre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. Alors quand vous avez entendu parler de cette subtile comparaison entre la problématique d'un cinéaste chahuté par une centaine de féministes devant 3 salles de cinéma et Dreyfus, victime de l'antisémitisme français de la fin du siècle dernier, vous avez sauté sur l'occasion. 25 millions
pour ce parallèle. Superbe. On applaudit les investisseurs puisque pour rassembler un tel budget, il a fallu que tout le monde joue le jeu. Gaumont Distribution, les crédits d'impôt, France 2, France 3, OCS, Canal+, la RAI, je sais pas ce que c'est. La main à la poche est généreux pour une fois. Vous serrez les rangs, vous défendez l'un des vôtres les plus puissants en tentant de défendre leurs prérogatives. Ça fait partie de votre élégance, le viol et même ce qui fonde votre style. La loi vous couvre, les tribunaux sont votre domaine, les médias vous appartiennent. Et c'est exactement à cela que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes. Avoir le contrôle des corps déclarés subalternes. Franchement, c'est ouf comment je trouve, elle arrive vraiment à transcender le truc sur le problème général, quoi. Les corps qui se taisent, qui ne racontent pas l'histoire de leur point de vue, le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite tachée du sang et de la merde des enfants qu'ils violent. C'est un texte un petit peu violent, j'avais prévenu, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. Mais en vrai, je pense que c'est... Ah, merci Paul P. Merci Paul P. De nous permettre de faire des lives. Et je me sens un petit peu con de remercier les gens à ce moment-là, mais quand même merci à toi, parce que c'est toi qui me permet de continuer et qui va nous permettre d'avoir un magnifique commentaire de match Lordon Piketty. En vrai, sur la violence qu'elle emploie, c'est écrit au fouet, ouais. Et en fait, franchement, j'avais pas vu un recours au trash aussi justifié pour parler des excès des dominants depuis The Boys. Pas la série, même si la série parle un petit peu. Depuis la BD The Boys qui a un recours au trash pour montrer que en fait ça c'est la façon comment dire, ces formes de domination là aussi, c'est-à-dire violentes sur les corps, ça fait aussi partie de la domination générale, quoi, économique, symbolique, etc., quoi. Donc voilà, donc je pense qu'elle a elle a raison, quoi. Elle a raison d'y aller avec des mots qui tâchent un peu, quoi. Que ça soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, marre de se cacher, de simuler la gêne, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique, exigez le silence des victimes. Ça fait partie du territoire, et s'il faut nous transmettre le message par la terreur, vous ne voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide avant tout. Et j'aime beaucoup cette idée de jouissance morbide, il y a vraiment un truc comme ça dans les affects de domination. Et elle a tout à fait juste là-dessus. Et vous ne tolérez autour de vous que les valets les plus dociles, et il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez couronné Polanski, c'est toujours l'argent qu'on célèbre dans ces cérémonies, le cinéma, on s'en fout, le public, on s'en fout, c'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. C'est le gros budget que vous lui avez octroyé en signe de soutien que vous saluez, à travers lui, c'est votre puissance qu'on doit respecter. Il serait inutile et déplacé dans un commentaire sur cette cérémonie de séparer les corps de 6 mecs au corps de 6 meufs. Je ne vois aucune différence de comportement. Il est entendu que les grands prix continuent d'être exclusivement le domaine des hommes, puisque le message de fond est « rien ne doit changer ». Les choses sont très bien telles qu'elles sont. The Boys, j'ai arrêté au premier chapitre après la scène entre Butcher et la directrice de la CIA. Alors, par contre, oui, The Boys, c'est pareil, alerte gâchette, toutes les alertes gâchettes du monde. La série est beaucoup plus soft, donc peut-être vous serez plus sur la série, mais la BD est très trash, mais le recours au trash est hyper juste, en fait. Et hyper juste. Par contre, il faut aussi aimer une forme d'humour noir dans la BD, aussi. Mais il y a aussi une utilisation du trash pour ça, quoi. Quand Foresti se permet de quitter la fête et de se déclarer écœurée, elle ne le fait pas en tant que meuf, elle le fait en tant qu'individu qui prend le risque de se mettre la profession à dos. Elle le fait en tant qu'individu qui n'est pas entièrement assujetti à l'industrie cinématographique parce qu'elle sait que votre pouvoir n'ira pas jusqu'à vider ses salles. Ça, c'est intéressant. Dire ça, c'est que Foresti a eu le courage de le faire parce que... alors peut-être qu'elle l'aurait fait... dans d'autres cas, on ne sait pas, hein, je ne la connais pas, on ne sait pas ce qu'elle aurait pu faire, mais Foresti a ce contre-pouvoir-là, de pouvoir dire, moi, écoutez, je m'en fous, si vous me prenez plus dans vos films, moi, mes salles, elles sont pleines, quoi. Elle est la seule à oser faire une blague sur l'éléphant au milieu de la pièce, tous les autres botteront en touche, pas un mot sur Polanski, pas un mot sur Adèle Haenel. On dîne tous ensemble, dans ce milieu, on connaît les mots d'ordre, ça fait des mois que vous vous agacez de ce qu'une partie du public se fasse entendre, et ça fait des mois que vous souffrez de ce qu'Adèle Haenel ait pris la parole pour raconter son histoire d'enfant actrice de son point de vue. Alors tous les corps assis ce soir-là dans la salle sont convoqués dans un seul but, vérifier le pouvoir absolu des puissants, et les puissants aiment les violeurs. Enfin ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants.
on ne les aime pas malgré le viol, et parce qu'ils ont du talent, on leur trouve du talent et du style, parce qu'ils sont des violeurs. Ça, notez là-dessus, parce que ça, on peut trouver ça caricatural, etc. Par exemple, dans le cas de Polanski, etc. Repensez à Matzneff, à ce qui s'est passé autour de l'affaire Matzneff, et comment, là elle le cite pas, mais je trouve que c'est un bon exemple, c'est que Matzneff, c'est pas un grand écrivain qui par ailleurs à côté se trouvait être un pédophile, quoi. Et un pédocriminel. C'est quelqu'un qui parle dans ses bouquins de ça, et qui est célébré parce qu'il parle de ça. Donc ça c'est... Donc c'est fou, quoi. Enfin, genre, ça, là c'est encore plus vrai, je trouve. Matzneff est encore plus révélateur de ça, quoi. Et je trouve qu'elle a raison, ouais, là-dessus, pour le coup, justement. Et je trouve que, voilà, donc tout ça pour dire que l'exemple de Matzneff lui donne encore plus raison, je trouve, que l'exemple de Polanski. Et encore plus démonstratif. Pour le courage, on les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, de destruction de tout ce qu'ils touchent en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation, c'est votre seule compréhension du style. Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski, vous exigez quand vous admire dans votre délinquance. C'est cette exigence qui fait que lors de la cérémonie, tous les corps sont soumis aux mêmes lois du silence. On accuse le politiquement correct et les réseaux sociaux, comme si cette omerta datait d'hier et que c'était la faute des féministes. Mais ça fait des décennies que ça se goupille comme ça pendant les cérémonies de cinéma français. On ne blague jamais avec la susceptibilité des patrons. Très fort le fait aussi que je trouve qu'elle ramène tout à c'est les patrons. C'est les boss, quoi. C'est tout ça, c'est de la domination, quoi. Et c'est des ressorts qui sont transversaux à toute domination, quoi. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Coucou Emilouve. Alors tout le monde se tait, tout le monde sourit. Si le violeur d'enfant c'était l'homme de ménage, alors là, pas de quartier. Police, prison, déclaration tonitruante, défense de la victime et condamnation générale. Mais si le voleur est impuissant, respect et solidarité. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une info pareil, qui donne raison à ce qu'elle dit. Elle dit ici, aussi radical soit-il, son propos. Il y a un mec qui est plombier, je crois, qui là a été condamné pour le viol d'une gamine de 13 ans. Lui, le type, il est plombier, c'est pas Polanski. Donc, il n'aura pas de prix pour ses soudures. Et on dira pas, c'était un excellent plombier, foutez-lui la paix. Parce que tout ça n'est qu'une question de classe. Ne jamais parler en public de ce qui se passe pendant les castings, ni pendant les prépas, ni sur les tournages, ni pendant les promos. Ça se raconte, ça c'est, tout le monde le sait, c'est toujours la loi du silence qui prévaut. C'est au respect de cette consigne qu'on sélectionne les employés. Pardon, mes voisins déplacent des meubles, c'est normal, j'ai dépassé l'horaire, je pense qu'ils essaient de me le signifier, mais c'est pas grave, on ira jusqu'au bout de ce texte qui le mérite, on va pas s'arrêter au milieu. Eh bien, qu'on sache tout ça depuis des années, la vérité, c'est qu'on est toujours surpris par l'outrecuidance du pouvoir. Désolé pour mes alertes débiles que je n'ai pas coupées pendant le... Je peux couper le son des alertes? Non, je peux pas couper le son des alertes comme ça, désolé. Pour les alertes débiles, c'est un peu en décalage, mais c'est comme ça. Ça reste humiliant de voir les participants alors, c'est ça qui est beau finalement, c'est que ça marche à tous les coups, vos saletés. Ça reste humiliant de voir les participants se succéder au pupitre, que ce soit pour annoncer ou pour recevoir un prix. On s'identifie forcément, pas seulement moi qui fais partie de ce sérail, mais n'importe qui regardant la cérémonie, on s'identifie et on est humilié par procuration. Tant de silence, tant de soumission, tant d'empressement dans la servitude, ça c'est de la violence symbolique. On se reconnaît, on a envie de crever, parce qu'à la fin de l'exercice, on sait qu'on est tous les employés de ce grand merdier. On est humilié par procuration quand on les regarde se taire, alors qu'ils savent que si Portrait de la jeune fille en feu ne reçoit aucun des grands prix de la fin, c'est uniquement parce qu'Adèle ANL a parlé, et qu'il s'agit de bien faire comprendre aux victimes qui pourraient avoir envie de raconter leur histoire, qu'elles feraient bien de réfléchir avant de rompre la loi du silence. Humilié par procuration, que vous ayez osé convoquer 2 réalisatrices, c'est vrai, ils ont fait ça, qui n'ont jamais reçu et ne recevront probablement jamais le prix de la meilleure réalisation pour remettre le prix à Roman fucking Polanski himself. Il est tellement fort ce texte, mais oui, en fait, je trouve qu'il est fort émotionnellement. Genre, c'est un texte qui part des tripes, quoi. Qui part des tripes, et qui en même temps est d'une justesse d'analyse. Mais c'est vraiment, je trouve c'est, enfin, il y a vraiment une vérité, pas partir dans les vérités révélées, mais il y a une vérité dans l'émotion de ce texte en fait, quoi. Il y a une justesse, c'est fou, quoi. Et voilà, je me sens con d'ailleurs de le lire comme ça parce que je suis incapable
rendre justice au texte, en fait. Moi, quand je l'ai lu hier, j'étais... enfin, vraiment, c'est la déflagration, quoi. Et donc, bref, dans nos gueules, vous n'avez décidément honte de rien. 25 millions, c'est-à-dire plus de 14 fois le budget des Misérables. Et le mec n'est même pas foutu de classer son film dans le box-office des 5 films les plus vus de l'année. Et vous le récompensez. Et vous savez très bien ce que vous faites. Que l'humiliation subie par toute une partie du public qui a très bien compris le message s'étendra jusqu'au prix d'après, celui des Misérables. Quand vous convoquez sur la scène les corps les plus vulnérables de la salle, ceux dont on sait qu'ils risquent leur peau au moindre contrôle de police, et que si ça manque de meufs parmi eux, on voit bien que ça ne manque pas d'intelligence, et on sait qu'ils savent à quel point le lien est direct entre l'impunité du violeur célébré ce soir-là et la situation du quartier où ils vivent. Les ponts qu'elle fait, je trouve que c'est vraiment... c'est flawless, quoi. Et donc, enfin, franchement, c'est ouf, quoi. Attendez, j'en suis où ? Les réalisatrices qui décernent le prix de votre impunité, les réalisateurs dont le prix est taché par votre ignominie, même combat. Les uns les autres, bah ouais, parce que, effectivement, ils vont faire quoi, les mecs des Misérables, là ? Ils ont eu leur prix, ils peuvent... Enfin, et ils vont dire, merde, on va gueuler contre Polanski, on leur a donné... la même cérémonie leur a donné le prix. Ils sont coincés, quoi. C'est par des trucs comme ça qu'on tient les gens, en fait, quoi. Les uns les autres savent qu'en tant qu'employés de l'industrie du cinéma, s'ils veulent bosser demain, ils doivent se taire. Même pas une blague, même pas une vanne. Ça, c'est le spectacle des Césars. Et les hasards du calendrier font que le message vaut sur tous les tableaux. 3 mois de grève pour protester contre une réforme des retraites dont on ne veut pas et que vous allez faire passer en force. C'est le même message venu des mêmes milieux adressé au même peuple. Putain, c'est tellement juste. Ta gueule, tu la fermes. Ton consentement, tu le carres dans ton cul. Et tu souris quand tu me croises parce que je suis puissant, parce que j'ai toute la thune, parce que c'est moi le boss. Tu peux refuser le prix. Oui, mais... Tu vois, à quel prix, quoi, sans mauvais jeu de mots, à quel prix? C'est un moyen de pression énorme, quoi. C'est un moyen de pression énorme. Purement matériel, en fait. C'est-à-dire, c'est ta carrière derrière, quoi. Alors quand Adèle Haenel s'est levée, c'est le sacrilège en marche. Une employée récidiviste qui ne se force pas à sourire quand on l'éclabousse en public, qui ne se force pas à applaudir au spectacle de sa propre humiliation. Adèle se lève comme elle s'est déjà levée pour dire « Voilà comment je la vois, votre histoire du réalisateur et son actrice adolescente, voilà comment je l'ai vécue, voilà comment je la porte, voilà comment ça me colle à la peau. » Parce que vous pouvez nous la décliner sur tous les tons, votre imbécilité de séparation entre l'homme et l'artiste, toutes les victimes de viol d'artistes savent qu'il n'y a pas de division miraculeuse entre le corps violé et le corps créateur, car on rappelle qu'Adèle Haenel, qui était présente dans la salle, ça faisait des semaines qu'elle parlait de son expérience de jeune actrice, et de, je sais plus le nom du réalisateur, bref. Donc vous voyez, enfin, ce qui a pu se passer dans sa tête, quoi, à ce moment-là, quoi. La violence, quoi, du truc. Enfin, c'est quand même fou. On trimballe ce qu'on est et c'est tout. Venez m'expliquer comment je devrais m'y prendre pour laisser la fille violer devant la porte de mon bureau avant de me mettre à écrire, bande de bouffons. Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée. Putain, cette phrase, cette punchline, à la guerrière. Comme on marche sur des talons hauts, comme si on allait démolir le bâtiment entier, comment on avance le dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules ouvertes. La plus belle image en 45 ans de cérémonie. Adèle Haenel, quand elle descend les escaliers pour sortir et qu'elle vous applaudit, et désormais on sait comment ça marche, quelqu'un qui se casse et vous dit merde. Je donne 80% de ma bibliothèque féministe pour cette image-là. Elle a le sens du symbole, Virginie Despentes, c'est un truc que je trouve très très beau. Elle a conscience de la puissance de ces trucs-là, quoi. Cette leçon-là. Adèle, je sais pas si je te male gaze ou si je te female gaze, mais je te love gaze en boucle sur mon téléphone pour cette sortie-là. Oui, il faut pas. Enfin, la discussion sur le courage, évidemment, c'est. Oui, il faut du courage, mais il faut juste avoir du courage, c'est toujours un peu facile aussi. C'est pas réellement le problème quand tu parles de mécanisme de. Enfin, là, voilà, elle souligne quand même un mécanisme de domination. Je crois pas qu'elle porte de jugement sur les gens des Misérables qui sont, comme elle le dit, je sais plus comment elle l'a dit, les corps les plus. Elle l'a très bien dit, mais qu'en gros, c'est les gens les plus écrasés de la salle, quoi. Donc voilà. Donc elle parle toujours sur Adèle Haenel, ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes,
tout disait « Oui, on est les connasses, on est les humiliés, oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups, vous êtes les boss, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec, mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect, on se casse. Faites vos conneries entre vous, célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres, tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main, on se lève et on se casse. » C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule, et on vous insulte, et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise et on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité, votre monde est dégueulasse, votre amour du plus fort est morbide, votre puissance est une puissance sinistre, vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Je trouve cette conclusion est géniale. Le monde que... Ça, cette phrase, le monde... Attention, punchline de fin, le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable, on se lève et on se casse, c'est terminé, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. C'est extraordinaire. Bon, là, il est 18, je vais devoir rendre l'antenne, comme disait l'autre. Mais voilà, si vous l'aviez pas entendu, c'est le texte de l'année, pour l'instant, je trouve. Mais pas dans le sens de... Juste c'est un très bon texte, c'est juste... Elle a tout compris, quoi. Et y compris l'émotion, quoi. C'est-à-dire qu'on peut lire tous les trucs d'analyse, tout ce qu'on veut, faire des trucs comme j'ai fait avant avec des données, il y aura jamais rien de plus vrai que ça, quoi. Il y aura juste... Il y a rien de plus vrai que ça. C'est juste politiquement, c'est juste émotionnellement, c'est juste dans son côté mobilisateur aussi, quoi. Enfin, c'est pas juste un texte de... Comment dire, c'est pas juste un texte de on a perdu, c'est un texte de on lève la tête, quoi. C'est fou. Et c'est un texte qui s'adresse à tellement de gens, tellement de choses. C'est un vrai texte de convergence, c'est fou. À partir de essentiellement un moment, quoi. Adèle Haenel qui se lève, quoi. Et qui, c'est fou, quoi. Donc voilà, je trouve ce texte très bon. C'est pas la première fois que je trouve que Despentes est une excellente commentatrice de la situation. Peut-être Admin Bolché, non. Alors voilà, donc si quand même avant de partir, pas de Banner Saga du Peuple demain, désolé, ça va faire 2 semaines sans, mais demain, pour les Lyonnais, je serai à la projection du Seigneur des Anneaux, le dessin animé de Ralph Bakshi. Il y aura des quiz et des trucs et des machins comme ça, donc je peux pas assurer le Banner Saga du Peuple, parce que je dois assurer l'animation un peu là-bas. Coucou Lockrin, désolé, on va fermer le live. Mais par contre, mercredi, à Stella Vista Fauteuil Club, 20h-22h sur le live ici, je reçois, si tout va bien, Marine Perrin, et on parlera de documentaire, donc, notamment de son documentaire sur les cyberviolences conjugales, mais on va parler de documentaire et de femmes dans le documentaire aussi. De perspectives féministes dans le documentaire, et puis de documentaire de manière générale, puisqu'elle réalise des documentaires, et c'est quelqu'un de très bien, Marinette. Donc voilà, si tout va bien, normalement, je devrais peut-être pas l'annoncer, mais normalement c'est bon, ça sera bien ça, le sujet, je pense. On peut avoir un lien du texte de Despentes, oui, bien sûr, je vous le remets. Non, je l'ai perdu, je le retrouve immédiatement. Je vous le donne, mais par contre, ouais, demain, pas de Banner Saga du Peuple. Voilà, désormais, on se lève et on se barre, voilà, c'est ça. Et du coup, je vais me lever et me barrer, et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous, merci aux gens qui ont discuté sur le chat, merci aux gens aussi qui ont follow, et aussi aux gens qui ont sub. Je vous rappelle qu'à 25 subs, donc dans 2 subs, Prime ou autre, les 2 sont comptés, on organise un commentaire de match Lordon-Piketty avec Host. Et non, je me lève, je me casse, mais je vous emmerde pas. Parce que non, on est dans le même camp. On est dans le même camp social, camarades. Il n'y a pas de... Non. Donc voilà, et surtout merci, parce que bon, le sub goal c'est pour rigoler, parce que d'ailleurs, vous voyez, vous vous abonnez quand on vous met des sub goals, donc que voulez-vous, mais c'est surtout pour permettre au stream de continuer, et qu'on continue à faire des trucs ensemble, c'est super cool. Donc je vous dis à mercredi pour ceux qui voudront suivre l'entretien à 20h, et la discussion avec Marine Perrin sur les documentaires, et les femmes dans le documentaire.
Donc voilà, c'est une forme de management, le subgoal, oui. Donc c'est probablement crypto-nazi. Et on se retrouve sur la chaîne, et comme je vous disais, là, bon, je vais écrire au tipeur, etc. Je pense qu'il y a encore à peu près 2 semaines de travail sur le prochain épisode qui va être costaud. Je voulais faire un truc court, et au final, les thématiques aidant, ça sera un peu un gros morceau. Donc voilà, alors, des bisous, et non, et même pas des bisous, des poutous, et même des Philippe Poutou à toutes et à tous.